Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, votre émission de lecture nocturne. Et ce soir, nous sommes en pleine lecture de l'œuvre d'Émile Zola, une œuvre qui a été publiée en 1886 et qui fait partie, qui est le 14e volume de la série Les Rougon-Macquart. Alors, c'est souvent les plus grands romans qui soulèvent en nous les questions et les bases de la philosophie, avec les plus grands thèmes, l'amour, la mort, la religion. Et dans l'œuvre de Zola, tous ces sentiments et toutes ces craintes sont exprimées, sont mises à nu. Il nous invite à une réflexion sur l'art, bien sûr, mais aussi sur l'amour, sur la création, sur la mort, la beauté et même le genre humain. C'est un classique qu'il est vraiment merveilleux de lire ou de relire, de redécouvrir, pour mieux se connaître, tout simplement. L'œuvre met en scène à la fois l'enthousiasme d'une révolution artistique, mais aussi le drame éternel de l'artiste aux prises avec la création. Repartons donc tout de suite en voyage avec monsieur Émile Zola pour découvrir son œuvre, parue en 1886. Et nous sommes en compagnie de son héros, de son protagoniste, Claude Lantier, qui s'ennuie et qui cherche des amis pour s'occuper en cette journée de jeudi où, après plusieurs jours de torture face à une peinture qui ne le satisfait pas assez, il a besoin d'aller errer et de trouver une belle compagnie et de s'engager peut-être dans de grandes conversations sur l'art, la littérature, la peinture. Est-ce que vous êtes prêts ? Et si vous le souhaitez, comme toujours, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag VBN. Vous êtes bien installés ? On commence notre lecture ? On recommence plutôt notre lecture ? C'est parti. L'œuvre d'Émile Zola. Oh, vous autres, vous ne savez pas le prix de l'argent. Cette fois, il fut hué. Quel bourgeois! Et les invectives s'aggravaient lorsque le léger coup, frappé contre une vitre, firent cesser le vacarme. « Ah, elle est embêtante à la fin, dit Mahoudeau, avec un geste d'humeur. « Hein? Qui est-ce? L'herboriste ?» demanda Jory. « Laisse-la entrer, ce sera drôle. » D'ailleurs, la porte s'était ouverte sans attendre et la voisine, Madame Jabouille, Mathilde, comme on la nommait familièrement, parut sur le seuil, avec des yeux de passion aux paupières violâtres et meurtries. On racontait que les prêtres l'avaient mariée au petit Jabouille, un veuf dont l'herboristerie prospérait alors grâce à la clientèle pieuse du quartier. La vérité était qu'on apercevait parfois de vagues ombres de soutane traversant le mystère de la boutique, embaumées par les aromates d'une odeur d'encens. Il y régnait une discrétion de cloître, une onction de sacristie dans la vente des canules. Et les dévotes qui entraient, chuchotaient comme au confessionnal, glissaient des injecteurs au fond de leur sac, puis s'en allaient, les yeux baissés. Par malheur, des bruits d'avortement avaient couru, une calomnie du marchand de vin d'en face, disaient les personnes bien pensantes. Depuis que le veuf s'était remarié, l'herboristerie dépérissait. Les bocaux semblaient pâlir, les herbes séchées du plafond tombaient en poussière, lui-même tombé à rendre l'âme, réduit à rien, la chair finie. Et bien que Mathilde eût de la religion, la clientèle pieuse l'abandonnait peu à peu, trouvant qu'elle s'affichait trop avec des jeunes gens, maintenant que Jabouille était mangée. Un instant, elle resta immobile, fouillant les coins d'un rapide coup d'œil. Une senteur forte s'était répandue, la senteur des simples dont sa robe se trouvait imprégnée, et qu'elle apportait dans sa chevelure grasse, défrisée toujours. Le sucre fade des mauves, l'âpreté du sureau, l'amertume de la rhubarbe, mais surtout la flamme de la menthe poivrée, qui était comme son haleine propre,
la haleine chaude qu'elle soufflait au nez des hommes. D'un geste, elle feignit la surprise. « Oh, mon Dieu, vous avez du monde ! Je ne savais pas, je reviendrai. »« C'est ça, dit Mahoudeau, très contrarié. Je vais sortir d'ailleurs. Vous me demanderez une séance dimanche. » Claude, stupéfait, regarda Mathilde, puis la vendangeuse. « Comment ?» s'écria-t-il. « C'est madame qui te pose les muscles, là. Bigre, tu l'engraisses. » Et les rires recommencèrent pendant que le sculpteur bégayait des explications. « Oh non, pas le torse ni les jambes, rien que la tête et les mains. » Et encore quelques indications, pas davantage. Mais Mathilde riait avec les autres, d'un rire aigu d'impudeur. Carrément, elle était entrée, elle avait refermé la porte, puis, comme chez elle, heureuse au milieu de tous ces hommes, se frottant à eux, elle les flaira. Son rire avait montré les trous noirs de sa bouche, où manquaient plusieurs dents. Elle était ainsi laide à inquiéter, dévastée déjà, la peau cuite, collée sur les os. Jory, qu'elle voyait pour la première fois, devait la tenter, avec sa fraîcheur de poulet ras, son grand nez rose qui promettait. Elle le poussa du coude, finit brusquement, voulant l'exciter sans doute, par s'asseoir sur les genoux de Mahoudeau, dans un abandon de fille. « Non, laisse, dit celui-ci en se levant. J'ai affaire, n'est-ce pas? Vous autres, on nous attend là-bas. » Il avait cligné les paupières, désireux d'une bonne flânerie. Tous répondirent qu'on les attendait, et ils l'aidèrent à couvrir son ébauche de vieux linge, trempé dans un seau. Cependant, Mathilde, l'air soumis et désespéré, ne s'en allait point. Debout, elle se contentait de changer de place quand on la bousculait. Tandis que Chêne, qui ne travaillait plus, la couvait de ses gros yeux par-dessus sa toile, plein d'une convoitise gloutonne de timide. Jusque-là, il n'avait pas desserré les lèvres. Mais comme Mahoudeau partait enfin avec les 3 camarades, il se décida. Il dit de sa voix sourde, empâtée de longs silences, « Tu rentreras ? Très tard, mange et dors. Adieu !» Et Chêne demeura seul avec Mathilde, dans la boutique humide, au milieu des tas de glaise et des flaques d'eau, sous le grand jour crayeux des vitres barbouillées, qui éclairait crûment ce coin de misère mal tenu. Dehors, Claude et Mahoudeau marchèrent les premiers, pendant que les 2 autres les suivaient. Et Jory se recria, lorsque Sandoz lui plaisantait, en lui affirmant qu'il avait fait la conquête de l'herboriste. « Ah non, elle est affreuse. Elle pourrait être notre mère à tous. En voilà une gueule de vieille chienne qui n'a plus de crocs. Avec ça, elle empoisonne la pharmacie. » Cette exagération fit rire Sandoz. Il haussa les épaules. « Laisse donc, tu n'es pas si difficile. Tu en prends qui ne valent guère mieux. »« Moi ? Où ça ? » Et tu sais que derrière notre dos, elle a sauté sur Chêne ? Ah, les cochons, ils doivent s'en payer ensemble. Vivement Mahoudeau, qui semblait enfoncé dans une forte discussion avec Claude, se retourna au milieu d'une phrase pour dire « ce que je m'en fiche ». Il acheva la phrase à son compagnon et, 10 pas plus loin, il lança de nouveau par-dessus son épaule. « Et d'abord, Chêne est trop bête. » On n'en parla plus. Tous 4, flânant, semblaient tenir la largeur du boulevard des Invalides. C'était l'expansion habituelle, la bande peu à peu accrue des camarades racolés en chemin, la marche libre d'une horde partie en guerre. Ces gaillards, avec la belle carrure de leurs 20 ans, prenaient possession du pavé. Dès qu'ils se trouvaient ensemble, des fanfares sonnaient devant eux. Ils empoignaient Paris d'une main et le mettaient tranquillement dans leur poche. La victoire ne faisait plus un doute. Ils promenaient leurs vieilles chaussures et leurs patelots fatigués, dédaigneux de ces misères, n'ayant du reste qu'à vouloir pour être les maîtres.
Et cela n'allait point sans un immense mépris de tout ce qui n'était pas leur art, le mépris de la fortune, le mépris du monde, le mépris de la politique surtout. À quoi bon ces saletés-là? Il n'y avait que des gâteux là-dedans. Une injustice superbe les soulevait. Une ignorance voulue des nécessités de la vie sociale. Le rêve fou de n'être que des artistes sur la terre. Ils en étaient stupides parfois, mais cette passion les rendait braves et forts. Claude alors s'anima. Il recommençait à croire dans cette chaleur des espérances mises en commun. Ces tortures de la matinée ne lui laissaient qu'un engourdissement vague et il en était de nouveau à discuter sa toile avec Mahoudeau et Sandoz en jurant, il est vrai, de la crever le lendemain. Jory, très myope, regardait les vieilles dames sous le nez, se répandait en théorie sur la production artistique. On devait se donner tel qu'on était, dans le premier jet de l'inspiration. Lui, jamais ne se raturait. Et tout en discutant, les quatre continuaient à descendre le boulevard, dont la demi-solitude, les rangées de beaux arbres à l'infini, paraissaient être faites pour leur dispute. Mais, quand ils eurent débouché sur l'esplanade, la querelle devint si violente qu'ils s'arrêtèrent au milieu de la vaste étendue. Hors de lui, Claude traita Jory de crétin. Est-ce qu'il ne fallait pas mieux détruire cette œuvre que de la livrer médiocre? Oui, c'était dégoûtant, ce bas intérêt de commerce. De leur côté, Sandoz et Mahoudeau parlaient à la fois très fort. Des bourgeois inquiets tournaient la tête, finissaient par s'attrouper autour de ces jeunes gens si furieux qui semblaient vouloir se mordre. Puis, les passants s'en allèrent, vexés, croyant une farce, lorsqu'ils les virent brusquement, très bons amis, s'émerveiller ensemble, au sujet d'une nourrice vêtue de clair, avec de longs rubans cerises. Ah, sacré bon sort, quel ton! C'est ça qui fichait une note. Ravi, il clignait les yeux, il suivit la nourrice sous les quinconces, comme réveillé en sursaut, étonné d'être déjà là. Cette esplanade, ouverte de partout sous le ciel, bornée seulement au sud par la perspective lointaine des Invalides, les enchantait, si grande, si calme, car il y avait suffisamment de place pour les gestes. Et ils reprenaient un peu haleine, eux qui déclaraient trop étroit Paris, où l'air manquait à l'ambition de leur poitrine. « Est-ce que vous allez quelque part ?» demanda Sandoz à Mahoudeau et à Jory. « Non, » répondit ce dernier, « nous allons avec vous. »« Où allez-vous » Claude, les regards perdus, murmura. « Je ne sais pas. Par là ?» Ils tournèrent sur le quai d'Orsay, ils le remontèrent jusqu'au pont de la Concorde, et devant le corps législatif, le peintre reprit, indigné. « Quel sale monument !»« L'autre jour, dit Jory, Jules Fafre a fait un fameux discours, ce qui a embêté Rouher. Mais les trois autres ne le laissèrent pas continuer. La querelle recommença. Qui ça? Jules Fafre? Qui ça? Rouher? Est-ce que ça existait? Des idiots dont personne ne parlerait plus 10 ans après leur mort. Ils s'étaient engagés sur le pont. Ils haussaient les épaules de pitié. Puis, lorsqu'ils se trouvèrent au milieu de la place de la Concorde, ils se turent. Ça, finit par déclarer Claude, ça. Ce n'est pas bête du tout. Il était 4 heures, la belle journée s'achevait dans un poudroiement glorieux de soleil. À droite et à gauche, vers la Madeleine et vers le corps législatif, des lignes d'édifices filées en lointaine perspective se découpaient nettement au ras du ciel, tandis que le jardin des Tuileries étageait les cimes rondes de ses grands marronniers. Et entre les deux bordures vertes des contre-allées, l'avenue des Champs-Élysées montait tout là-haut, à perte de vue, terminée par la porte colossale de l'Arc de Triomphe, béante sur l'infini. Un double courant de foule, un double fleuve y roulait, avec le remous vivant des attelages, les vagues fuyantes des voitures, que le reflet d'un panneau, l'étincelle d'une vitre de lanterne semblait blanchir d'une écume. En bas, la place, au trottoir immense,
aux chaussées larges comme des lacs, s'emplissaient de ce flot continuel, traversé en tous sens du rayonnement des roues, peuplé de points noirs qui étaient des hommes. Et les deux fontaines ruisselaient, exhalaient une fraîcheur dans cette vie ardente. Claude frémissa, cria « Ah, ce Paris, il est à nous, il n'y a qu'à le prendre !» Tous quatre se passionnaient, ouvraient des yeux luisants de désir. N'était-ce pas la gloire qui soufflait du haut de cette avenue sur la ville entière? Paris tenait là, et il le voulait. « Eh bien, nous le prendrons », affirma Sandoz de son air têtu. « Parbleu !» dirent simplement Mahoudeau et Jory. Ils s'étaient remis à marcher, ils vagabondèrent encore, se trouvèrent derrière la Madeleine, enfilèrent la rue Tronchet. Enfin, ils arrivaient à la place du Havre lorsque Sandoz s'exclama. « Mais c'est donc Baudequin que nous allons! C'est donc chez Baudequin que nous allons !» Les autres s'étonnèrent. « Tiens, ils allaient chez Baudequin. »« Quel jour sommes-nous » demanda Claude. « Hein? Jeudi ? Fagerolles et Gagnière doivent y être alors. Allons chez Baudequin. » Et ils gravirent la rue d'Amsterdam. Ils venaient de traverser Paris. C'était là une de leurs grandes tournées favorites. Mais ils avaient d'autres itinéraires. D'un bout à l'autre des quais, parfois, ou bien un morceau des fortifications, de la porte Saint-Jacques aux Moulineaux, ou encore une pointe sur le Père-Lachaise, suivie d'un crochet par les boulevards extérieurs. Ils couraient les rues, les places, les carrefours, ils vaguaient des journées entières. Tant que leurs jambes pouvaient les porter, comme s'ils avaient voulu conquérir les quartiers les uns après les autres, en jetant leurs théories retentissantes aux façades des maisons. Et le pavé semblait à eux. Tout le pavé battu par leurs semelles, ce vieux sol de combat d'où montait une ivresse qui grisait leur lassitude. Le café Baudequin était situé sur le boulevard des Batignolles, à l'angle de la rue d'Arcet. Sans qu'on sût pourquoi, la bande l'avait choisi comme lieu de réunion. Bien que Gagnière seule habitât le quartier. Elle s'y réunissait régulièrement, le dimanche soir, puis le jeudi, vers 5 heures. Ceux qui étaient libres avaient pris l'habitude d'y paraître un instant. Ce jour-là, par ce beau soleil, les petites tables du dehors, sous la tente, se trouvaient toutes occupées d'un double rang de consommateurs barrant le trottoir. Mais eux avaient l'horreur de ce coudoiement de cet étalage en public. Et ils bousculèrent le monde pour entrer dans la salle déserte et fraîche. « Tiens, Fagerolles qui est seul !» cria Claude. Il avait marché à leur table accoutumée, au fond, à gauche, et il serrait la main d'un garçon mince et pâle, dont la figure de fille était éclairée par des yeux gris d'une câlinerie moqueuse où passaient des étincelles d'acier. Tous s'assirent, on commanda des bocs, et le peintre reprit. « Tu sais que je suis allée te chercher chez ton père. Il m'a joliment reçu. » Fagerolles, qui affectait des airs de casseur et de voyou, se tapa sur les cuisses. « Oh, il m'embête, le vieux! J'ai filé ce matin après un attrapage. Est-ce qu'il peut pas me faire dessiner des choses pour des cochonneries en zinc? C'était bien assez du zinc de l'école. » Cette plaisanterie aisée sur ses professeurs enchanta les camarades. Il les amusait, il se faisait adorer pour cette continuelle lâcheté de gamins flatteurs et débineurs. Son sourire inquiétant allait des uns aux autres, tandis que ses longs doigts souples, d'une adresse native, ébouchaient sur la table des scènes compliquées avec des gouttes de bière répandues. Il avait l'art facile, un tour de main à tout réussir. Et Gagnière demanda à Mahoudeau « Tu ne l'as pas vu ?»« Non, il y a 1 heure que je suis là. » Mais Jory, silencieux, poussa du coude Sandoz, en lui montrant de la tête une jeune fille qui occupait une table avec son monsieur dans le fond de la salle. Il n'y avait du reste que 2 autres consommateurs, 2 sergents jouant aux cartes. C'était presque une enfant, une de ces galopines de Paris qui gardent à 18 ans la maigreur du fruit vert. On aurait dit un chien coiffé, une pluie de petits cheveux blonds sur un nez délicat,
une grande bouche rieuse sur un museau rose. Elle feuilletait un journal illustré, tandis que le monsieur, sérieusement, buvait un madère. Et par-dessus le journal, elle lançait de gais regards vers la bande, à toute minute. « Hein? Gentille !» murmura Jory qui s'allumait. « À qui diable en a-t-elle » ? C'est moi qu'elle regarde. Vivement, Fagerolles intervint. « dis donc, pas d'erreur, elle est à moi. Si tu crois que je suis là depuis 1 heure pour vous attendre... » Les autres rirent. Et baissant la voix, il leur parla d'Irma Bécot. Oh, une petite dinde drôle. Il connaissait son histoire. Elle était fille d'un épicier de la rue Montorgueil. Très instruite d'ailleurs, histoire sainte, calcul, orthographe. Elle avait suivi jusqu'à 16 ans les cours d'une école de voisinage. Elle faisait ses devoirs entre 2 sacs de lentilles et elle achevait son éducation de plein pied avec la rue, vivant sur le trottoir au milieu des bousculades, apprenant la vie dans les continuels commérages des cuisinières en cheveux qui déshabillaient les abominations du quartier, pendant qu'on leur pesait 5 sous de gruyère. Sa mère était morte. Le père Bécot avait fini par coucher avec ses bonnes, très raisonnablement pour éviter de courir dehors. Mais cela lui donnait le goût des femmes. Il lui en fallut d'autres. Bientôt, il s'était fiancé dans une telle noce que l'épicerie y passait peu à peu. Les légumes secs, les bocaux, les tiroirs aux sucreries... Les légumes... pardon, j'ai sauté une ligne, excusez-moi, je me suis perdue dans ma petite lecture... que l'épicerie y passait peu à peu, les légumes secs, les bocaux, les tiroirs aux sucreries. Irma allait encore à l'école. Lorsqu'un soir, en fermant la boutique, un garçon l'avait jetée en travers d'un panier de figues. 6 mois plus tard, la maison était mangée. Son père mourait d'un coup de sang. Elle se réfugiait chez une tante pauvre qui la battait. Et partait avec un jeune homme d'en face. Il revenait à 3 reprises pour s'envoler définitivement un beau jour dans les bastringues de Montmartre et des Batignolles. « Une roulure !» murmura Claude de son air de mépris. Tout d'un coup, comme son monsieur se levait et sortait, après lui avoir parlé bas, Irma Bécot le regarda disparaître. Puis, avec une violence d'écolier échappé, elle accourut s'asseoir sur les genoux de Fagerolles. « Hein? Crois-tu qu'il est assez crampon? Baisse-moi vite, il va revenir. » Elle le baisa sur les lèvres, puis but dans son verre, et elle se donnait aussi aux autres, leur riait d'une façon engageante, car elle avait la passion des artistes, en regrettant qu'ils ne fussent pas assez riches pour se payer des femmes à eux tout seuls. Jory surtout semblait l'intéresser, très excité, fixant sur elle des yeux de braise. Comme il fumait, elle lui enleva sa cigarette de la bouche et la mit à la sienne. Cela sans interrompre son bavardage de vie polissonne. Oh, vous êtes tous des peintres, oh, c'est amusant. Et ces 3-là, pourquoi ont-ils l'air de bouder? Oh, rigolez donc. Je vais vous chatouiller, moi, vous allez voir. En effet, Sandoz, Claude et Mahoudo interloquaient, la contemplaient d'un air sérieux. Mais elle restait à l'oreille, aux aguets, elle entendit revenir son monsieur, et elle jeta vivement dans le nez de Fagerolles. « Tu sais, demain soir, si tu veux, viens me prendre à la brasserie Bréda. » Puis, après avoir replacé la cigarette toute humide aux lèvres de Jory, elle se cavala à longue enjambée, les bras en l'air, dans une grimace d'un comique extravagant. Et lorsque le monsieur reparut, la mine grave, un peu pâle, il la retrouva immobile, les yeux sur la même gravure du journal illustré. Cette scène s'était passée si rapidement, au galop d'une telle drôlerie, que les 2 sergents du bon diable se remirent à battre leurs cartes, en crevant de rire. Du reste, Irma les avait tous conquis. Sandoz déclarait son nom de Bécot, très bien pour un roman. Claude demandait si elle voudrait lui poser une étude. Tandis que Mahoudo la voyait en gamin, une statuette qu'on vendrait pour sûr. Bientôt, elle s'en alla en envoyant du but des doigts, derrière le dos du monsieur, des baisers à toute la table. Une pluie de baisers qui achevèrent d'enflammer Jory.
Mais Fagerolles ne voulait pas la prêter encore, très amusé inconsciemment de retrouver en elle une enfant du même trottoir que lui, chatouillée par cette perversion du pavé qui était la sienne. Il était 5 heures, la bande fit revenir de la bière, des habitués du quartier avaient envahi les tables voisines et ces bourgeois jetaient sur le coin des artistes des regards obliques, où le dédain se mêlait à une déférence inquiète. On les connaissait bien, une légende commençait à se former. Eux causaient maintenant de choses bêtes, la chaleur qu'il faisait, la difficulté d'avoir de la place dans l'omnibus de l'Odéon, la découverte d'un marchand de vin chez qui on mangeait de la vraie viande. Un d'eux voulut entamer une conversation sur un lot de tableaux infects qu'on venait de mettre au musée du Luxembourg. Mais tous étaient du même avis. L'étoile ne valait pas les cadres. Et ils ne parlèrent plus, ils fumèrent, en échangeant des mots rares et des rires d'intelligence. Voilà, ce fut avec plaisir et délectation que je vous ai lu un extrait de l'œuvre d'Émile Zola, qui a été publié en 1886 et qui est le 14e volume de sa série de romans Les Rougon-Macquart. Je vous retrouve pour une prochaine émission de Voyage au bout de la nuit, très très vite j'espère. En attendant, je vous souhaite une belle nuit ou une bonne journée si vous entamez la vôtre. Et moi, je vais me coucher. Allez, salut, à bientôt, ciao.